bonsoir à tous et bienvenue à nouveau à notre rendez-vous du mercredi, de nos rencontres du mercredi. Je salue le rabbin Nissim Sultan qui vient de nous rejoindre. Je salue Noémie Benchimol qui nous rejoint de Jérusalem également. Je salue évidemment nos amis bordelais et de la région et nos amis plus éloignés, Emmanuel à Marseille, Raymond à Los Angeles, Raphaël à Londres et d'autres que je verrai tout à l'heure. Je pense qu'on va être rejoint par d'autres personnes progressivement. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous recevrons le professeur Liliane Vanna qui nous parlera de la halacha, la loi juive en période d'épidémie. L'autre semaine, le 20, nous recevrons le rabbin Joseph Ohayon sur un sujet à définir. Le 27, ce sera à nouveau le rabbin Nissim Sultan qui interviendra avec pour thème Shavuot 5780 de la révélation au traçage numérique. Et enfin, le 3 juin, nous serons également en direct de Tel Aviv avec Galit Bitan. Ce soir, nous accueillons Dan Jaffé, en direct de Tel Aviv également. Dan est professeur en histoire des religions à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. C'est un éminent historien du Talmud et de l'histoire croisée du judaïsme et du christianisme primitif. Aujourd'hui, il nous propose de lire le Talmud avec Woody Allen, à travers une étude de récits talmudiques rédigée sous forme de parodie. Ces textes offrent une relecture burlesque. Ce seront donc des passages rabbiniques qui critiquent sans vergogne d'autres rabbis. Toutes ces grilles de lecture permettent de rapprocher la narration talmudique du cinéaste Woody Allen. Avant de passer la parole à Dan, encore un mot sur l'organisation. Vous pourrez poser, de façon à garder un petit peu le côté interactif, vous pouvez poser vos questions par message que Dan aura sous ses yeux ou que je lui transmettrai. Et il fera également à certains moments des arrêts pour donner la parole à ceux qui le désirent, mais il ne faudra pas que ce soit trop long. Voilà, eh bien je vous remercie. Bonsoir Dan, c'est à toi. Bonsoir Albi, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je suis audible pour chacun? Est-ce que vous m'entendez bien avant de… C'est bon, c'est bon. Vous m'entendez bien, parfait. Donc, écoutez, je suis très heureux d'intervenir à Bordeaux. Je réfléchissais avant de vous rencontrer ce soir à la date. Daniel disait que effectivement, je suis accoutumé à venir à Bordeaux et à vous rencontrer au Beth Alimoud, et je me demandais en fait depuis quand. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, Eric ou Albi, mais je suis venu pour la première fois à Bordeaux en 2005, me semble-t-il, lors de l'apparition de mon deuxième ouvrage, donc ça fait une quinzaine d'années. Donc c'est toujours, et je le dis de façon tout à fait sincère et sans complaisance, c'est toujours un plaisir d'intervenir au Beit Alimoud à Bordeaux, et que ce soit de façon bien, j'allais dire réelle, physique, ou de façon plus virtuelle du fait de la situation et de la période. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, effectivement, le thème que nous avons retenu est celui sur lequel je travaille depuis quelques années et sur lequel j'ai partiellement publié, mais pas encore de façon plus systématique, qui est donc une façon de lire, une grille de lecture liée à la Haggadah talmudique, c'est-à-dire le récit, la narration talmudique, les homélies talmudiques. Je propose en fait une lecture que j'ai appelée une lecture sous le regard de Woody Allen. Je vais très rapidement vous expliquer pourquoi. Mais d'un point de vue méthodologique, ce que je me propose de faire avec vous ce soir, c'est donc de vous présenter deux textes très brefs, l'un et l'autre, deux Haggadot, donc deux récits, issus du Talmud de Babylone, dans le traité de Hérouville, texte par ailleurs éminemment connu, et vous proposer une lecture de ces textes qui se fonde d'une part sur l'autocritique et d'autre part sur la parodie, comme l'a souligné Albi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'entends par autocritique et qu'est-ce que j'entends par parodie? Autocritique, depuis quelques années, nos collègues outre-Atlantique, aux États-Unis, travaillent beaucoup sur ces questions d'autocritique, à savoir, les rabbis du Talmud se critiquent-ils entre eux, critiquent-ils leurs acolytes ou leurs condisciples, ou se critiquent-ils de façon intergénérationnelle? Autrement dit, le Talmud de Babylone, qui a été rédigé sous forme de strates littéraires
entre le 6e, voire le 8e siècle après l'ère chrétienne. Donc, ça a pris au moins 2 à 3 siècles pour que l'on puisse parler de rédaction finale. Donc, durant cette rédaction du Talmud de Babylone, disons entre le 6e et le 7e siècle, eh bien, y a-t-il un regard critique qui est émis envers d'autres rabbis qui sont plus anciens? Autrement dit, quand les rédacteurs du Talmud au 6e siècle sont devant leur table de travail en Babylonie et qu'ils ont des traditions qui sont transmises et qu'ils vont recouper et qu'ils vont compiler pour en fait eh bien, les introduire dans le corpus talmudique, ils ont donc différentes anecdotes qui leur sont contées, qu'ils vont choisir eh bien, de transformer, de réadapter et ainsi de les introduire ou de ne pas les introduire après tout un travail d'édition. Donnent-ils leur avis? Et si oui, est-il critique? Et de quelle manière s'immiscent-ils, ces rédacteurs tardifs, dans l'anecdote qu'ils énoncent, qu'ils introduisent dans le corpus du Talmud? Est-ce en filigrane? Est-ce de façon beaucoup plus claire? Est-ce de façon plus implicite, etc. Donc ça, c'est pour l'idée d'autocritique. L'idée de parodie, il me semble, et là je me fonde sur les travaux d'un chercheur finlandais qui s'appelle Holger Zelintin, comme quand on travaille sur le Talmud en Finlande, un chercheur éminent qui publie en anglais et qui lui a publié un ouvrage il y a de cela quelques années sur justement la parodie talmudique. Et il montre en fait comment certaines narrations du Talmud eh bien, sont parodiées. Il y a une façon de les raconter, de raconter ces histoires qui s'inscrit eh bien, dans une démarche qui est une démarche donc liée à la parodie. Voilà. Donc, quand on lit une histoire dans le Talmud, une Agada, cette Agada, en fait, c'est le fruit d'un travail de rédaction de certains rédacteurs tardifs. Et donc, la façon dont l'histoire est racontée n'est pas anodine. Elle signifie quelque chose et elle transmet, en fait, de façon souvent implicite et entre les lignes, eh bien, un point de vue qui est celui, donc, de ceux qui la rédigent. Hein? Pourquoi Woody Allen? Alors, pourquoi Woody Allen? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est parce que j'aime beaucoup le personnage. J'aime énormément certains de ses films et je les trouve suggestifs et je ne me lasse jamais de les visionner à chaque fois de nouveau. Mais il me semble qu'il y a des caractéristiques chez Woody Allen. On a beaucoup travaillé, hein, Woody Allen. J'ai écouté encore dernièrement une série d'émissions sur France Culture qui lui était consacrée. Mais il y a, il me semble, certains paramètres qui se retrouvent chez Woody Allen, en l'occurrence les anachronismes, le fait qu'on ait comme ça des personnages qui appartiennent à différentes époques et qui surgissent eh bien, à l'époque donc, qui nous est contée, par exemple. Donc, on a le phénomène anachronique. On a parallèlement eh bien, la parodie, évidemment, ça coule de source, chez Woody Allen. Et on a là aussi l'autocritique. Lui-même qui apparaît dans ses films souvent et qui, en fait, eh bien, nous prend à contre-pied et souvent, en fait, lui qui émet des avis complètement, j'allais dire, inattendus et même contre nature. Alors, je fais référence, par exemple, à 2 films qui sont relativement récents, hein, de cette dernière décennie, Midnight in Paris, donc Minuit à Paris, et To Love with Rome. En français, ça doit donner un amour à Rome, quelque chose comme ça. Vraiment, on se rend bien compte de la façon dont Woody Allen eh bien, travaille ses personnages et fait entendre sa voix, j'allais dire, c'est une voix souvent en fait travaillée, contextualisée et souvent autocritique. Alors, ça c'est pour l'introduction. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Dois-je, parce que j'ai tendance un peu à m'enflammer quand j'enseigne. Je peux continuer, tout va bien? Donc, j'ai le faire d'Albi, d'Éric, de Pascal, donc je continue. Alors, le premier texte sur lequel j'aimerais travailler, c'est un texte qui apparaît dans le traité de Hérouvine, donc comme je l'ai dit, en page 53 folio B. Texte éminemment connu, dont j'aimerais proposer une grille de lecture nouvelle. Alors, ce texte nous dit, hein, c'est vraiment 2-3 lignes dans le texte, et donc le passage nous raconte donc, une rencontre entre 2 personnages, un homme et une femme. Cet homme est un rabbi. Il s'appelle Rabbi Yossi Aglili. Donc, Rabbi Yossi le Galiléen, qui est un rabbi qui a vécu au IIe siècle, dans la première moitié du IIe siècle. Et il rencontre, alors qu'il est en chemin, Hava Kahazel Be'orcha, il est en chemin, Ashkachel et Brouria. Et il rencontre la femme savante du Talmud,
une des rares femmes, non pas savantes, mais qui est nominativement en fait mentionnée dans le Talmud, Brouria, la célèbre épouse de Rabbi Meir. Brouria est la femme savante du Talmud, celle qui n'hésite pas à enseigner aux hommes dans la maison d'études des hommes, voire de les réprimander, et voire même de leur signifier que certaines de leurs attitudes ne sont pas conformes. Brouria. Voilà que Rabbi Yossi Aglili rencontre Brouria alors qu'il est en chemin. Bon. Et il lui dit Be'ezo derech nelech lelod. Comment puis-je me rendre à Lod? Lod, qui est une ville de la Judée, une ville très importante au IIe siècle, c'était un centre, une académie talmudique qui était assez florissante. Donc, il lui demande comment se rendre à Lod. Voilà. Daniel nous parlait tout à l'heure de GPS. Donc, nous n'avons pas à cette époque de GPS. Les Israéliens n'avaient pas encore inventé le Waze. Et donc, effectivement, il lui demande comment se rendre à Lod. Et là, la réaction de Brouria est assez déconcertante. Brouria lui dit « Glili choté ». Tu es un Galiléen imbécile. Tu es un imbécile. Elle dit ça à Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi? Lokach amrou chachamim. Les maîtres n'ont-ils pas enseigné, en l'occurrence les rabbis dont tu es le condisciple, n'ont-ils pas enseigné, ces rabbis-là, al tarbesicha im haisha, ne multiplie pas les propos avec une femme, ne parle pas longuement, de façon prolixe, pourrait-on dire en français, avec une femme. Écourte la conversation au maximum quand tu t'adresses à une femme. Et donc là, elle surenchérit en lui disant Aya lecha lomar, tu aurais dû en fait t'exprimer de façon différente et me poser la question de façon différente, sous une autre énonciation. Tu aurais dû dire Be'eze lelod. Comment Lod? Et de façon un peu mémotechnique. Comment Lod? Comment Lod? Non pas quel est le chemin à emprunter pour se rendre dans la ville de Lod, mais comment Lod? Et là, le dialogue, en fait, qui est un dialogue dont je ne sais pas s'il est réel, qui est certainement fictif, qui est à mes yeux une invention littéraire des rabbis rédacteurs du Talmud de Babylone à une époque tardive, certainement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre le 6e et le 7e, 8e siècle, donc c'est très tardif, mettent donc, dans ce dialogue, ils y placent, ils y contextualisent deux personnages qui ont vécu 500 ans avant eux. En l'occurrence, Rabbi Yossi Aglili et Brouria. Et là, on a en fait un enseignement de Brouria qui est un enseignement complètement grotesque. On est en pleine j'allais dire, théâtralisation grotesque. On a l'impression de lire un texte de Rabelais, pour paraphraser les travaux de Michael Bartin, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur le grotesque dans le théâtre, de l'époque de Rabelais. Comment comprendre que l'on doive s'adresser à une femme sous la forme de comment Lod? Alors quoi? S'il ne faut pas parler longtemps avec une femme, c'est-à-dire qu'il faut donc réduire la modalité expressive à sa teneur la plus élémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Brouria se fonde sur un texte talmudique qui nous est connu. Effectivement, au IIe siècle avant l'ère chrétienne, un autre sage a dit, ça apparaît dans le texte de traité des pères, qu'on appelle le Pirkei Avot, on a effectivement au premier chapitre, c'est le texte numéro 5, on a un sage du nom de Yossé ben Yoézer qui vivait à Jérusalem, qui est connu par ailleurs, et qui nous dit effectivement, Al tarbesicha im haisha, ne parle pas longuement avec une femme, be'ishto amrou. Donc c'est le cas avec ta propre femme, donc ne parle pas longuement avec ta propre femme, mais kal vachomer be'eshet ravero, à plus forte raison avec une autre femme. Donc vous imaginez qu'on rentre après une journée de travail où on ne s'est pas rencontré du tout avec sa propre femme, et puis sa propre femme nous demande donc comment s'est passée la journée, et là, on devrait donc lui dire bien. Oui, mais en dehors de ça, bien. Il ne faut pas parler longtemps avec sa femme. Pourquoi?
Ben, parce qu'on peut engendrer le mal sur nous-mêmes, nous dit le texte, et annuler, ne pas pratiquer, ne pas mettre en pratique l'étude de la Torah, et finalement, eh bien, écoper du monde qui est le monde de la Sheol, le Gehinnom, donc finalement finir en enfer. Autrement dit, au IIe siècle, un rabbi, qui n'était pas rabbi à l'époque, on ne les appelait pas des rabbis, eh bien, nous dit que celui qui prolonge une conversation avec une femme se verra donc châtié par tout ce que je viens d'énoncer. Le mal absolu, la GN, etc. Et donc, Brouria, et ce qui est très intéressant, c'est que pour parodier ce propos justement lié à la conversation avec une femme, on met précisément cet enseignement dans la bouche d'une femme. C'est une femme, Brouria en l'occurrence, et non pas un rabbi, une femme qui cite ce propos pour mieux le parodier, qui cite ce propos et qui le renvoie au visage d'un autre rabbi. Ce rabbi, c'est Rabbi Yossi Aglili, et qui lui dit en fait, on est entre la parodie et la satire, et qui lui dit en fait, maintenant, Loka Hamru Chachamim, Noémie qui m'écrit, je sais que c'est ainsi que c'est traduit, je dis juste qu'il semble que ce soit une mauvaise traduction, à vote, ce sont aussi des principes. Ok, ben écoutez, je serais heureux de vous écouter tout à l'heure, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je continue juste mon développement. Donc, ce que je disais, c'est que on met délibérément, selon ma lecture, ce propos dans la bouche d'une femme pour mieux le ridiculiser, pour mieux le critiquer. C'est-à-dire que c'est une femme qui s'adresse exactement comme un rabbi, qui elle-même devient un rabbi dans ce dialogue fictif, et qui dit à un rabbi au IIe siècle, mais Loka Hamru Chachamim, tes copains, tes condisciples, n'ont-ils pas enseigné de ne pas parler longuement avec une femme? Donc voilà, je vais maintenant moi te montrer concrètement ce qu'il en advient si tu appliques de façon concrète le propos de tes condisciples. Et donc, ça ne devient plus possible. Aucune société ne peut fonctionner quand on parle à une personne comme si on parlait à une machine. On n'appuie pas sur un bouton pour obtenir une boisson. Comment l'ode? Donc, en fait, ce que je dis là, c'est que les rédacteurs tardifs de ce texte vont pousser le propos de Yossé Ben Yoézer, à savoir le fait de ne pas avoir de conversation trop longue avec sa femme, ils vont le pousser dans ses plus extrêmes retranchements, de façon à lui octroyer une portée grotesque pour mieux le critiquer. Pour mieux le critiquer. C'est en cela que je lis une parodie. Autrement dit, nous avons des rédacteurs au 6e, 7e siècle, des rédacteurs du Talmud de Babylone, qui émettent une critique sous forme de narration, sous forme de dialogue qui nous paraît réel, bien qu'à mon avis, il ne l'est absolument pas, vont donc créer de toutes pièces deux personnages, comme dans une pièce de théâtre, pour émettre un message implicite qui est celui d'une critique envers d'autres rabbis, en l'occurrence les auteurs de ces propos. L'auteur de ces propos ne multiplie pas la conversation avec une femme, etc., ne t'étend pas dans la conversation avec une femme. Alors, vous allez me dire, et pourquoi ne pas critiquer ouvertement? Pour deux raisons. La première, c'est que dans la tradition talmudique, on ne peut pas appuyer sur delete et ainsi effacer un propos antérieur. Il y a une déférence que l'on attribue aux maîtres qui sont ceux qui précèdent les auteurs d'un propos plus tardif. Et parallèlement, vous savez qu'il y a cette idée, pour pouvoir critiquer ou remettre en question, on peut le faire, mais jamais de façon ouverte. Aujourd'hui, les chercheurs montrent que l'idée de ce qu'on appelle la déliquescence liée aux générations qui se succèdent, à savoir ne pas remettre en question les paroles d'un maître précédent, tout ceci n'est qu'une fadaise, ça n'a absolument aucune justification dans le Talmud, car de nombreux travaux ont bien montré que les rabbis du Talmud de Babylone, sans vergogne, critiquent, remettent en question, réélaborent, réinterprètent des propos qui les ont précédés, qui sont ceux de l'époque de la Mishnah, par exemple, du 1er, 2e, voire 3e siècle, etc. Donc,
il y a effectivement, c'est ce que je veux dire ici, un dialogue qui se fait sous forme, j'allais dire, de canevas, mais au fil des générations. Et dans ce texte, ce que je vois, moi, c'est d'une part une parodie, d'autre part une femme qui cite un propos d'un homme pour mieux montrer l'aspect ridicule qu'il y a à appliquer ce propos, alors qu'elle est pleinement concernée, puisqu'elle est pleinement protagoniste du propos, c'est une femme elle-même. Et ce que je dis, c'est que intentionnellement, à une époque tardive, celle de la rédaction de ce passage, on a choisi Brugha, on a choisi Rabbi Yossi Aglili, ces deux protagonistes, pour précisément émettre une critique, parodier cet enseignement, et donc, eh bien, j'y vois là de l'autocritique, puisque ce sont des rabbis qui critiquent d'autres rabbis. Je m'arrête là pour le premier texte que je voulais échanger avec vous ce soir, enfin partager avec vous ce soir. Il y en a un second, mais première pause, questions, commentaires. Je vois que Noémie Benchimol m'a écrit, a énoncé une remarque que je n'ai pas vraiment compris. En fait, Donc, je serais heureux de vous écouter. Si, ce n'est pas une question qu'elle te pose, mais simplement c'était quant à la traduction du mot avot qu'elle traduit par principe et non pas forcément par traité. Mais Noémie, on peut lui donner la parole, hein, si elle. Noémie? Noémie a une question. Je vous écoute, Noémie. Où est-elle, Noémie, que je puisse la voir? Elle est à Jérusalem. Non, ça j'ai bien compris, mais je l'ai écoutée d'ailleurs, Noémie. Elle était chez vous la semaine dernière, je crois. Oui, la semaine dernière. Elle était éminemment intéressante. Je l'ai écoutée la semaine dernière. Merci infiniment. Après, j'ai écouté la conférence enregistrée sur l'idolâtrie. Ah bah c'est très gentil, merci à vous. Mais où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Attendez que je passe. Alors non, je suis désolée, j'ai pas de caméra parce que je suis absolument pas en tenue pour pouvoir mettre une caméra. Je comprends. J'ai des enfants en bas âge à la maison, croyez-moi que je peux vous comprendre. Voilà, donc c'est un peu ça. Non, j'avais juste une question sur votre analyse, l'analyse littéraire en fait que vous faites de cette rencontre entre Brugha et Rabbi Yossi le Galiléen, et je me demandais justement si le fait de dire que c'est seulement en fait une autocritique des rabbins par les rabbins, donc finalement on reste en fait entre hommes, est-ce que finalement l'analyse elle fait pas perdre un peu le côté subversif peut-être de Brugha, qui, si elle avait vraiment dit cette phrase, là ça aurait été un peu super, vous voyez, une femme qui par son propos en fait s'exclut elle-même du reste des femmes, puisqu'elle donne une leçon à un rabbin en lui disant finalement, si tu veux être un vrai misogyne, alors tu dois m'écouter moi, et c'est moi qui te fais la leçon sur la super misogynie, vous voyez. Donc je me demandais si le fait d'y voir seulement de la littérature, on ne perdait pas quelque chose de la subversion peut-être de Brugha. Ok, très intéressant ce que vous dites là. Écoutez, je pense, comme pour beaucoup de Haggadot, j'ai tendance à penser, mais je ne suis absolument pas certain de ce que j'avance, qu'il s'agit effectivement d'une fiction littéraire. Il y a peut-être, mais sur cela, il y a énormément de discussions qui sont faites et de spéculations, surtout entre les chercheurs, il y a peut-être un noyau d'historicité. Mais vous savez, quand nous avons deux personnages du IIe siècle qui apparaissent dans une Haggadah talmudique, effectivement, dans le Talmud de Babylone, effectivement, il y a un tel facteur temps entre le moment de la rédaction et le moment de la narration que ça m'amène à penser que c'est peut-être un peu douteux en termes de réalité historique. Il y a peut-être un noyau d'historicité. Toujours est-il que je ne pense pas que ça perde, j'allais dire, de la dimension subversive à laquelle vous faites référence. Je crois que le fait d'avoir délibérément, parce que c'est là le point gordien de la démarche, délibérément choisi une femme et introduit ce propos dans la bouche de cette femme, qui est précisément une femme érudite, connue pour son érudition, et connue pour le fait de réprimander bien d'autres rabbis. Et je vous rappelle que dans d'autres textes, elle est d'ailleurs malmenée, Brugha. Il y a tout un commentaire de Rashi à propos de sa sœur, où elle envoie son mari pour qu'elle puisse être délivrée du fait qu'elle ait été vendue à Rome comme prostituée, etc. Souvent, en fait, on est assez véhément à son égard. Je crois que dans ce texte où précisément c'est elle qui remet à sa place Rabbi Yossi, eh bien, et que c'est précisément un Galiléen alors qu'elle est de Judée, eh bien, le fait qu'on ait choisi précisément cette façon de mettre en évidence ces deux personnages et créer ce dialogue m'emmène à penser qu'au contraire, la substance même de la critique est beaucoup plus forte et qu'elle ne perd en rien, eh bien, de son aspect précisément
pour le coup, de remise en question du propos de Alter Besicha Imaïcha, d'une fait de ne pas multiplier la conversation avec une femme. Parfait. Je ne suis pas convaincu, si vous voulez, qu'il y ait ici une déperdition du point de vue de l'enseignement. Ah, merci beaucoup. Et une toute petite question. Vous mentionnez que Brouria vient de Judée et lui vient de Galilée. Est-ce que justement, il n'y a pas dans le Talmud de Babylone, du coup plus tardif, on va remplacer en fait la hiérarchie peut-être genrée par une autre hiérarchie peut-être sociale, géographique? Est-ce que vous lirez ça dans cette histoire ou est-ce que c'est aller trop loin? De nouveau, qu'est-ce que vous disiez? Cette idée de remplacement est intéressante. Reprenez. Oui. Voilà, de remplacer la différenciation genrée, du coup, homme-femme, Ah, hiérarchie. d'accord. Bien Voilà. bien Voilà. Par oui, une, oui, par une, alors, je ne par suis une pas sûr qu'il différenciation y ait… géographique. Voilà, elle c'est une femme aisée, elle a l'épouse d'un maître et lui n'est qu'un petit élève, en fait. Voilà. N'est quand même qu'un élève de son mari, donc en fait qu'un élève d'elle-même aussi. Élève d'elle-même, je pense que c'est un peu excessif, mais élève de son mari, certainement. Encore qu'ils sont plus ou moins contemporains. On est avec 2 maîtres de l'époque de Oucha, c'est-à-dire juste avant la révolte, l'insurrection de Bar Korva. Donc, je ne pense pas que l'un était élève de l'autre. C'est plus 2 maîtres qui sont plus ou moins contemporains. Hein, ce sont 2 disciples de Rabbi Akiva. Enfin, toujours est-il que il y a… là où je peux vous suivre, c'est qu'il y a, disons, une certaine idée préconçue, voire un certain préjugé à l'égard de la Galilée. Effectivement, on a dans le Talmud de Babylone certains propos qui sont assez malveillants à l'égard de la Galilée et qui, en fait, fustigent les Galiléens en les considérant comme des gens de peu d'érudition et peu évolués. Hein. Alors, là où j'apprécie particulièrement votre remarque, c'est dans la substitution au niveau, en fait, des rangs ou des statuts dans le Talmud de Babylone. Richard Kalmin, du Jewish Theological Seminary à New York, a montré dans un de ses livres qu'effectivement, dans le Talmud de Babylone, nous avons souvent une façon de hiérarchiser les classes que l'on trouve en Babylonie à cette même époque, c'est-à-dire en Babylonie post-sassanide, si vous voulez. Et donc, effectivement, on aurait ici une classe de rabbis qui serait sur de nombreux points comparable à celle des prêtres zoroastriens et qui serait dotée d'ailleurs de privilèges qui seraient identiques. Voilà. Donc, effectivement, cette idée-là, si vous voulez, cette critique en même temps de la terre d'Israël, elle est tout à fait prégnante dans le Talmud de Babylone. J'ai, Noémie, un cours cette année à l'université où je m'intéresse au phénomène de ce qu'on pourrait appeler au 19e siècle fondamentaliste, hein, au radicalisme religieux. Bon, moi, je travaille sur le Talmud et sur le christianisme ancien, et j'essaie de montrer à mes étudiants, effectivement, qu'un propos lié à une démarche militariste, qui se veut fondamentaliste, extrêmement radicale, etc., apparaît dans un texte, notamment du Sifri, des Midrashé Halacha, au IIe siècle, et fait l'apologie d'actes qui sont des actes belligérants, alors que dans le Talmud de Babylone, on a une toute autre approche, totalement anti-radicale et anti-martyrologique. D'ailleurs, il y a quelques années, enfin, je me cite, excusez-moi, mais en toute humilité, j'avais écrit un article en anglais où j'ai essayé de montrer que toute l'idée de Rabbi Akiva qui meurt comme martyr, dont on nous dit qu'il est mort en comprenant qu'enfin il pouvait servir Dieu de toute son âme, etc., eh bien, est relue et elle est me'ubedet, c'est-à-dire elle est retravaillée. Retravaillée, merci. Elle est retravaillée dans le Talmud de Babylone sous de totales autres paradigmes. Autrement dit, dans le Talmud de Babylone, on ne fait non pas l'apologie, mais la critique acerbe de Rabbi Akiva. Quand on lit les manuscrits du Bavli sur Brachot et sur Nedarim, Noémie, on se rend compte en fait que certains propos n'apparaissent pas, que certaines phrases, je vous enverrai si vous voulez l'article, en fait sont remodelées. On se rend compte également que dans Maseret Smachot, eh bien, Rabbi Hanina ben Tradion, de même que Rabbi Akiva, devient un mine, donc un hérétique, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a effectivement, et c'est là où j'apprécie votre remarque, différentes perspectives selon l'époque de rédaction des textes et surtout, et aussi le lieu de rédaction des textes. Et effectivement, et c'est là où je suis d'accord avec eux, pour parler peut-être de facteurs historiques, l'endroit et les conditions dans lesquelles les corpus ont été rédigés. Excusez-moi, j'ai des réponses un peu plus longues, mais les questions sont suggestives. Donc, Dan, soit tu enchaînes, soit on prend une autre question.
de Emmanuel, qui est mon neveu, à Marseille. C'est toi qui diriges l'opération. Alors, Moi, j'ai encore un texte sur lequel je voudrais travailler. Daniel lui mette le micro. De qui s'agit-il? Emmanuel, je ne le vois pas. Je vais le chercher. Si, je le vois là à gauche, Emmanuel. Tu m'entends, Emmanuel? Oui. Alors, Emmanuel Attias. Oui, c'était pas vraiment une question. J'essayais simplement de revenir sur ce que disait Noémie, parce que notre intervenant, Dan, n'avait pas forcément saisi le propos. Je pense qu'il avait été annoncé un peu vite. Et comme j'ai récemment travaillé et que c'est un texte qui m'intéresse particulièrement, je donnais simplement la référence. Je pense que Noémie faisait référence à Baba Kama 30a, où le sens de Avot est donné comme l'idée de Melacha par rapport au Avot et Toladot. Et donc, je rappelais simplement que c'est Rachi qui nous dit principalement qu'on traduit ça par l'idée de Maxime des Pères, qui est retenue davantage par les chrétiens, alors que les juifs lui donnent plusieurs acceptions. Voilà. Donc, j'ai simplement cité les références dans les Douyot et Baba Kama. C'était simplement ça. Bon, allez, on enchaîne. Merci. Vas-y, Dan. Ok, deuxième texte. Deuxième texte sur lequel j'aimerais travailler avec vous, qui est un texte qui apparaît dans la même page du Talmud de Babylone, Hérouvine, toujours 53b. Mais cette fois-ci avec un autre Tana, avec un autre rabbi du IIe siècle, là aussi, un peu plus ancien que Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Yossi le Galiléen. Il s'agit cette fois-ci de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania est le condisciple de Rabbi Eliezer. Ils sont tous les deux élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Nous sommes ici au début du IIe siècle, à l'époque de Yavne. Et voici ce que nous dit le texte. Donc, c'est Rabbi Yehoshua qui parle de lui-même. Et là, déjà, première remarque, ça n'est pas possible que le propos soit retranscrit de façon textuelle. Il a été rédigé plus tardivement. Toujours est-il que le propos est intéressant en ce qu'il dit à l'endroit de Rabbi Yehoshua. Donc, Miyamai lo nitzrani adam chutz miisha tinok vetinoket. Donc, je n'ai jamais été vaincu, ou plutôt, on ne m'a jamais enseigné de façon aussi pertinente, tel que ça a été le cas avec une dame, une femme, un enfant et une petite fille. Mais moi, c'est le premier cas qui va m'intéresser, la femme. Isha ma'i, que s'est-il passé avec la femme? Donc, voilà qu'une fois, je logeais dans une auberge et on m'a préparé des fèves. À Stalif Pouline, on m'a préparé des fèves. Donc, le premier jour, c'était a priori très bon. Et donc, j'ai mangé, j'ai consommé ce plat et je n'ai rien laissé dans mon assiette. Le deuxième jour également, j'ai fini mon assiette et je n'ai rien laissé. Aucun aliment dans mon assiette. Le troisième jour, donc cette femme, cette serveuse, ou cette restauratrice, cette dame, donc, eh bien, a rajouté énormément de sel dans mon plat, donc de façon à ce qu'il ne devienne plus comestible. Donc, Rabbi Yehoshua nous dit, lorsque j'ai goûté, je n'ai pas pu continuer. Donc, et je l'ai poussé du bras. Amrali, donc elle m'a dit, Rabbi, regardez le dialogue très intéressant qui s'instaure. C'est elle, une serveuse anonyme, qui en fait interpelle Rabbi Yehoshua au travers de la dénomination Rabbi. Rabbi mipnema encha soed. Pourquoi tu ne manges pas? Amar dit là, kvar saadeti mi beodium. J'ai déjà mangé, j'ai déjà mangé de façon abondante et je n'ai donc pas faim. Amarali, elle me dit, haya lecha limshoch yatra minapat. Tu aurais dû donc t'alimenter avec beaucoup moins de pain. Le pain est bien rassasi et tu en as consommé trop. Amera li, et là elle continue le dialogue, c'est toujours elle qui en fait le tient. Rabbi, de nouveau, l'interpellation de Rabbi est très intéressante. Rabbi, Shema lo enarta pea barishonim, veloka chamru chachamim, même expression. Loka chamru chachamim, deux fois. En meshairin pea beilipas.
Aval Mishairin Pea Bekar. Je traduis. Donc, elle me dit, Rabbi, la raison pour laquelle tu ne manges pas, et peut-être le fait que tu n'aies pas laissé d'aliments dans ton assiette, que tu aies mangé, tu aies consommé ces plats de façon gloutonne, c'est moi qui commente. Veloka Ramru Chachamim, mais les sages n'ont-ils pas enseigné, donc les rabbis, tes acolytes, n'ont-ils pas enseigné, En Meshairin Pea Beilpas, on ne laisse pas d'aliments dans la soupière, dans la marmite. On termine toute la soupière et toute la marmite et on sert à chacun des convives. Aval Meshairin Pea Bekara. Mais il n'est pas de coutume de ne rien laisser dans son assiette. Ceci est impoli et ne correspond pas aux usages de notre société. Alors, première remarque historique, Shai Segunda, qui est un des spécialistes de l'iranisme dans le Talmud et des facteurs d'analogie littéraire, voire comportementaux, entre le monde iranien à l'époque de la rédaction du Talmud et précisément les textes agadiques du Talmud, Shai Segunda, on pourrait citer également Geoffrey Herman, qui d'ailleurs est en poste en France maintenant. Eh bien, Segunda a montré qu'il y avait effectivement des usages de la table, hein, qu'il y avait une certaine politesse ou une certaine convention, pourrait-on dire, à entretenir en Babylonie, et qu'ainsi on ne terminait pas son assiette. Or, lui, semblerait-il, mange goulûment, il mange de façon, j'allais dire, gloutonne, et termine. Et c'est donc cette serveuse qui lui émet la critique. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a un renversement des rôles. Hein? Le phénomène d'autocritique, je pense que je n'ai pas à le présenter parce qu'il est évident. Hein? On écrit en Babylonie sur, eh bien, donc au 6e, 7e, 8e siècle, en fonction des usages qui sont ceux du moment, en Babylonie, et l'on critique un rabbi de la terre d'Israël du 2e siècle. Donc, l'on va projeter sur lui les usages qui sont ceux du moment envers donc une époque antérieure et donc révolue, pour émettre cette critique à l'égard de Rabbi Yehoshua. Ce que je crois, moi, c'est qu'on s'est servi précisément de Rabbi Yehoshua et de cette serveuse pour, eh bien, enseigner ce qu'étaient les manières de la table à l'époque où le texte a été rédigé, donc tardivement. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on l'a fait. Comme je dis souvent à mes étudiants, ce qui est intéressant en dehors du contenu, c'est la façon dont l'histoire est racontée, la narration. Et là, du point de vue de la narration, en fait, on a un élément qui est captivant, qui est que cette femme, et je vous rappelle que si l'on se fonde sur ce qu'étaient les serveuses dans le monde romain, là je ne parle plus du monde babylonien, mais du monde romain, à l'époque de la terre d'Israël, enfin de la Palestine romaine, comme on dit, hein, Palestine au sens anglophone du terme. Donc effectivement, on sait que les serveuses étaient des gens qui étaient vraiment, j'allais dire, en marge de la société. Hein. Les serveuses étaient, je cite l'ouvrage d'une historienne française qui s'appelle Catherine Salle, Les bas-fonds de Rome. Elle nous montre bien que les serveuses étaient bien souvent des prostituées également. Donc là, on a précisément une serveuse qui, par un tour de manivelle dont les rédacteurs du Talmud ont le secret, eh bien, devient le rabbi. Elle devient le rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire, elle devient le rabbi? C'est elle qui va enseigner à Rabbi Yehoshua comment procéder. Il n'aura rien à répondre. C'est elle qui va lui montrer en fait qu'il a menti, que la raison véritable de son manque d'appétit n'est pas le fait qu'il ait consommé beaucoup de pain la veille, mais bien en fait qu'il se rend compte que ce n'est pas comme ça qu'il aurait dû se comporter et qu'il a outrepassé les manières de table qui sont celles du moment. Et c'est elle qui devient véritablement le rabbi. De la même façon que pour Brouria tout à l'heure, c'est elle qui devient véritablement le rabbi, cette serveuse. Et je pense que l'usage est un usage littéraire de la serveuse n'est pas anodin, ici. Alors, je ne sais pas pourquoi Rabbi Yehoshua. Je n'ai pas mené mes recherches, enfin, je n'ai pas fait de plus amples recherches sur ce texte. Je me fonde seulement sur ce que j'ai pu lire pour essayer de le comprendre. Mais il serait intéressant de se demander effectivement pourquoi Rabbi Yehoshua. Ça, je n'ai pas de réponse. Mais ce que je crois en revanche, c'est que nous avons ici eh bien, les usages qui sont ceux d'une période tardive, qui est celle de la rédaction tardive de ce texte en Babylonie, qui est projeté donc, qui sont projetés ces usages sur la terre d'Israël du IIe siècle, où l'on va eh bien, sciemment mettre dans la bouche d'une serveuse anonyme des propos qui sont ceux de rabbi,
et qui vont en fait réprimander ou plutôt remettre à sa place un rabbi, non pas sur des problèmes religieux, de casuistique ou d'exégèse rabbinique, mais sur des problèmes comportementaux. Et on pourrait aller très loin ici. Si on se dégageait quelque peu de la grille de lecture que je propose, à savoir celle de l'autocritique et celle de la parodie, on pourrait eh bien même se demander s'il n'y a pas ici, j'allais dire, un subtexte, un texte implicite qui nous permettrait de dire que nous avons ici quelqu'un qui, a priori, n'est pas éduqué, qui fait partie des marges de la société, et vous parliez de marges tout à l'heure et de rangs sociétaux, qui justement remet à sa place un rabbi, qui est celui donc qui, par excellence, a sa place au Beth Midrash. Comme pour lui signifier que l'érudition dans le Talmud, la Torah, l'exégèse, etc., eh bien, ne suffit pas. Mais que dans la façon qui est celle de se comporter au quotidien et de comprendre les usages en vigueur au sein des sociétés dans lesquelles on vit, eh bien, est tout aussi important que l'érudition acquise. Voilà. Donc, vous voyez, on peut effectivement, j'allais dire, extrapoler et proposer différentes approches liées à ce texte. Mais toujours est-il que l'heure de la fin de mon propos s'annonce. Mais ce que je voulais dire pour conclure, avant de vous entendre, c'est que, d'une part, je pense que les rédacteurs tardifs du Talmud de Babylone critiquent notamment des sages de la terre d'Israël, mais pas seulement. Ils peuvent critiquer également des sages babyloniens. Mais en tout cas, il y a une autocritique. La maison d'études est dynamique, le Beth Midrash, et il y a des critiques internes qui se font par coup de textes interposés. Deuxièmement, je pense que la parodie est souvent, encore faut-il que, enfin, je ne vous ai pas cité là, les textes sur lesquels je travaille, je n'ai pas encore publié, mais j'ai beaucoup lu Bartine, qui s'intéresse beaucoup au grotesque dans le théâtre, etc. Enfin, parodies qui sont celles du théâtre classique et tout ça. Bon, tout ça, je l'ai éludé maintenant, mais par manque de temps. Mais il faudrait s'interroger effectivement sur les modalités du discours, la façon dont le texte est énoncé. Et je pense que la parodie ici trouve tout son sens. Troisièmement, pour me résumer, je pense que l'emploi de femmes, que ce soit une femme savante qui est nommée précisément ou une femme qui fait partie donc, des couches populaires les plus basses, eh bien, n'est pas anodin, mais qu'elle sert effectivement à rééquilibrer l'image du sage tel que l'entendent les rédacteurs du Talmud de Babylone. La façon dont on considère le sage, le rabbi, n'est pas la même, et là je reprends encore votre remarque, Noémie, tout à l'heure, n'est pas la même dans le Talmud de Babylone, et je fais référence aux travaux de Richard Kalmin, que celle qui est en vogue dans la littérature plus ancienne, qui est celle de la terre d'Israël au deuxième. Voilà. Tout ceci n'est qu'embryonnaire, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. En plus, c'est très succinct, en 45 minutes. Mais ça demande à être retravaillé. J'ai simplement voulu, j'allais dire, refaire une entrée en matière. Voilà. Je vous remercie et je vous écoute. Merci. Bon, Daniel, si Daniel pouvait remettre les micros, si quelqu'un avait une question. On remet à tout le monde les micros. Le rabbin. Si vous voulez je peux éteindre tout le monde, mais je ne peux pas réactiver tout le monde en même temps. Donc, c'est chacun qui doit réactiver son micro lui-même en cliquant sur l'icône micro qui est barré en rouge. Alors, est-ce que le rabbinissime sultan aurait une question? Je vois l'écran. Attends, je vais aller l'activer. Voilà, tu viens de le passer. Voilà, il est ici. Activé. Ça y est, Nissim Sultan, on peut parler. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé fascinant. En vous écoutant, j'ai l'écrit en marge, j'ai évidemment pensé à un texte qui va non seulement dans votre sens, mais qui le dépasse encore en pertinence. C'est-à-dire, je pense dans la Gemara dans Shabbat, Rabbi Eliezer ben Dourdeya est un dévoyé. Sans doute on ne sait pas trop d'où il vient, mais au contact d'une ultime courtisane qui lui décochera la réplique que vous savez, il basculera dans l'autocritique extrême jusqu'à en mourir. Et alors, il est qualifié rabbi, et dans ce qui est à l'évidence
comment dire, une construction là aussi littéraire, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi alias Rabbi Yehuda Hanassi, qui pleura de ce qu'on obtient la teshuva et l'agrément de la teshuva en une fraction de seconde alors qu'il se fatigue toute la vie. C'est-à-dire qu'ici, c'est la courtisane qui fait le rabbi carrément, puisqu'on l'appelle rabbi dans le ciel, au point que ça fait donc indirectement de l'ombre au rabbi des rabbis, enfin en tout cas celui qui est souvent présenté comme tel, à mesure qu'on ne cite même plus son prénom, il est rabbi tout court. Et c'est le thème de la teshuva en tant que revirement autocritique par excellence. Il devient archétypique, ce bonhomme. Donc, elle fait le rabbi, et à travers lui, elle fait l'archétype. Et ce qui m'intéresse, c'est compte tenu de vos champs de compétences à la croisée des grandes traditions chrétiennes ou proto-chrétiennes et juives, je m'interroge souvent s'il n'y a pas une constance dans la faconde talmudique autour de la courtisane, de la femme qui peut, de la fille de peu, qui renverse la tendance. Et c'est évidemment le thème de Marie-Madeleine qui revient. Et comme je ne crois pas à des créatures dans le Nouveau Testament qui soient tout à fait autonomes et indifférentes à la tradition juive protéiforme, je me demandais donc, est-ce que vous considérez qu'on a déjà Marie-Madeleine qui plane dans le Talmud et qui en aurait débordé ainsi dans le récit des synoptiques, ou bien, et qu'est-ce que vous en dites? Voilà, cette affaire de femme de peu qui fait qui le rabbi, qui l'archétype, qui le fils de Dieu, bien que ce ne soit pas encore une thématique dans les évangiles. Voilà, qu'est-ce que vous dites de ça avec le recul qui est le vôtre? Ok, merci. Merci Nissim. Je peux vous appeler Nissim? Oui, c'est mon prénom, ça tombe bien. Oui. Vous voyez, je suis bien tombé. Hein. En plus, ce n'était pas écrit. Écoutez, d'abord, vous êtes pertinent. Tous ces propos sont très intéressants. Juste une petite remarque, si vous me le permettez. Rabbi Elazar ben Doudaria, c'est dans Avodah Zarah 18. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de rencontre, vous voyez, je le dis souvent à Eric, à Wizrat et à mes amis bordelais, c'est qu'en venant à Bordeaux, depuis déjà longtemps, en fait, Bordeaux est un peu un vivier anthropologique pour moi. C'est-à-dire que où je dis que je vais bientôt publier, mais je teste d'abord à Bordeaux, ou alors je dis ce qui est sous presse et je prends toujours un peu Bordeaux comme, vous voyez, un peu un cobaye, quoi. Et là, vous avez, Nissim, eh bien, parfaitement articulé, si j'ose dire, une idée d'article dans l'esprit, parce qu'effectivement, je souhaite publier, et peut-être même au-delà d'un article, sur la question… Là, il y a beaucoup de bruit là. La question des prostituées dans le Talmud. Les prostituées ont une place prépondérante dans le Talmud, dans le Talmud de Babylone. Hein. Et les prostituées, effectivement, apparaissent dans différentes narrations et elles ont une fonction. La prostituée, j'avais écrit dernièrement, je vais arrêter de me citer, mais il me semble que la prostituée, tout d'abord, de même que le christianisme, eh bien, ou le judéo-christianisme, eh bien, exprime un attrait, voire des charmes envers les rabbis. Et souvent, les rabbis, en fait, mettent en parallèle ces deux concepts, christianisme et prostitution, pour signifier les éléments qui sont les éléments les plus préjudiciables et ceux contre lesquels on a le plus de difficultés eh bien, à se prémunir. Donc, vous voyez, effectivement, l'archétype de la tentation de la tentation, comme dirait qui vous savez, eh bien, c'est d'une certaine façon la prostitution, la prostituée, les charmes de la prostituée. Je vous renvoie ici à Rafria Barashi dans Kiddushin. Je vous renvoie, vous avez cité Avodah Zarah tout à l'heure, mais il y a de nombreux autres textes. Effectivement, la prostituée a un rôle prépondérant. Alors, quel est le rôle de la prostituée? Même le proxénète. Le fameux Pentathéka, le proxénète. Oui, Pentakaka, absolument, dans le Talmud d'Yerushalmi. Dans le Talmud d'Yerushalmi, absolument, vous avez raison. Oui, aussi. Donc, la prostituée a un rôle. Quel est ce rôle? Celui de ramener celui qui vient la voir, son client notamment, de le ramener dans le droit chemin. Et souvent, en fait, le client qui, Elazar ben Doudaria par exemple, et d'autres, eh bien, il se passe quelque chose d'un peu magique
qui fait que le client de la prostituée et la prostituée finissent mariés, mais non plus sous l'angle d'une relation tarifée, mais sous l'angle bien d'une relation qui est celle légitime et agrémentée par la tradition juive. Et ils finissent tous les deux au Beth Midrash devant le Rav. Bon. Donc la prostituée, effectivement, a une fonction. Je vais très vite là en besogne, hein, mais il y a des travaux intéressants qui ont été faits, mais à mon avis, on n'a pas encore épuisé la question du tout. Mais des travaux intéressants qui ont été faits sur la question. Alors, concernant le parallèle que vous faites avec Marie-Madeleine, vous pourriez également citer l'Évangile selon Luc au chapitre 7, avec effectivement la prostituée qui parfume, nous parlions de parfum tout à l'heure, parfume les pieds de Jésus et ensuite les essuie avec ses cheveux, etc. etc. Nous avons la femme adultère en Jean chapitre 4 également, etc. Donc nous avons effectivement un rôle qui est attribué à la prostituée dans le Nouveau Testament. Alors, à mon avis, à mon humble avis, mais je vous dis ça vraiment sur un pied, et sans avoir beaucoup travaillé la question, ceci provient d'une certaine réalia. C'est-à-dire que la prostituée a une certaine fonction dans le monde antique, dans le monde gréco-romain, et notamment dans le monde romain, qui est au-delà du fait de tarifier les services qu'elle dispense. Hein? La prostituée, c'est une institution dans le monde romain. On dit même que la fameuse légende entre Romulus, etc., enfin, la louve, ce serait cette louve, une façon de la lire en latin, qui serait une prostituée. Donc, effectivement, il y a ici cette idée d'institution et cette idée donc de ce que peut apporter la prostituée. Alors, il me semble que dans le Nouveau Testament, la prostituée n'a pas cette fonction. Elle n'est pas celui qui ramène dans les balises de la tradition le fauteur, le transgresseur, mais elle est davantage celle qui est à prendre en considération malgré son statut d'infamie. Et là, Jésus nous dit, les évangélistes nous disent et mettent dans la bouche de Jésus des propos qui sont ceux de attention avant de juger autrui, essayons nous-mêmes d'être exemplaires avant d'avoir une certaine intempérance à pouvoir émettre un propos qui serait trop impulsif. Hein. En substance, voilà. C'est très fort avec la femme soupçonnée d'adultère, par exemple, etc. Je crois que c'est ça, quand Judas Iscariote dit à Jésus, ce parfum qui coûtait 300 deniers d'argent, nous aurions pu le donner aux pauvres et leur dispenser des biens dont ils ont besoin. Et Jésus qui lui rétorque que moi, je ne suis pas éternellement avec vous, etc. Donc, elle fait bien de faire du plaisir qu'elle me procure. Donc, il y a effectivement une volonté de rehausser effectivement ceux qui sont de statut inférieur. Mais votre remarque est très intéressante et elle suscite, comme on dit dans la halacha, tzadikaïn, quoi, tzarichiyun. Hein, il faut approfondir la chose. Merci en tout cas, Nissim. C'est à vous. Bon, d'autres questions? Je vous écoute. Qui demande la parole? J'ai entendu du bruit. Il faut activer son micro si on veut parler. Je vois une remarque de Noémie, mais je n'arrive pas à la lire. Est-ce que la personne qui veut poser sa question peut activer elle-même son micro? Bon. Qui d'autre? Je vous ai tellement scotché, vous n'avez aucune question à me poser? Je crois que Noémie veut poser une question et qu'elle n'arrive pas à activer son micro, je vais le faire pour elle. Oui, merci beaucoup. Noémie, tu peux y aller. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Alors, je disais merci infiniment pour ce deuxième texte et ensuite sur la réponse à la remarque de Rabbin Sultan qui était passionnante. Moi, j'avais une question plus concrète en fait sur le deuxième texte. Quand vous dites que finalement, ça montre en fait les usages culturels, les usages de la table de Babylonie à l'époque de la rédaction du Talmud et qu'il y a du coup une critique d'un rabbin palestinien des siècles précédents. Est-ce que cette critique, elle est faite sur des bases mondaines parce que ça ne se fait pas, parce qu'on n'est pas glouton, ou est-ce que c'est sur des bases, disons, plus ascétiques peut-être, ou des bases plus théologiques? C'est-à-dire que est-ce que c'est des bases morales
Ou est-ce que c'est simplement, voyez, ces rabbins, ces pecnos-là qui ne connaissent pas les usages du monde, tels que nous, on les connaît, et il faut qu'une petite serveuse de rien du tout lui en fasse la remarque. Vous voyez, je n'ai pas très bien saisi quel moi, était je vous l'enjeu comprends, ici. Noémie. Je crois vous comprendre. Écoutez, je pense que c'est la seconde option. C'est-à-dire que certains chercheurs ont montré qu'il y avait chez les Amoraïm, donc babyloniens, donc les rabbis du Talmud de Babylone, une certaine condescendance à l'égard de leurs prédécesseurs, et notamment à l'égard des rabbis palestiniens, de la Palestine romaine. Et effectivement, il y a, au-delà d'une condescendance, un certain dédain. C'est le cas avec Rabbi Zeira. Rabbi Zeira qui jeûne pendant 40 jours pour oublier la Torah qu'il avait apprise en Babylonie et qui vient en Eretz Israël et qui est maltraité. On a d'autres rabbis qui, eux, quittent la terre d'Israël pour se rendre en Babylonie, comme Rabbi Chia Barashi, pas pour des problèmes de subsistance, parce qu'ils n'arrivent pas effectivement à assurer leur pitance. Enfin, une situation économique est déplorable en Israël durant les premiers siècles. Elle est bien plus favorable en Babylonie, donc ils immigrent. Et là, effectivement, on les méconsidère. Donc, je pense qu'effectivement, si je devais tenter un début de réponse, je dirais que j'opterais pour la seconde option, à savoir, nous sommes, nous, des, j'ose pas dire des aristocrates, mais des notables, voilà le mot que je cherchais, des notables. Nous sommes des notables, nous sommes dans une situation historique où effectivement nous sommes en totale efflorescence, mais en zigzag. Aidez-moi Noémie, zigzag, c'est-à-dire nous sommes pas performants. Comment on dit économiquement? Nous sommes dans une… Florissant. Ouais, florissant, c'est ça. Nous sommes florissants, c'était pas le mot que je cherchais, mais nous sommes dans une prospérité. Voilà. Excusez-moi, une prospérité, voilà le mot que je cherchais. Nous avons des conditions qui sont optimales et vous êtes encore des boueux. Okay. Je vous renvoie, Noémie, à Psachim 49 A et B, qui est mon premier article d'ailleurs dans la revue des études juives en 2002, où on parle des Amé Haaretz, ce qu'on appelle les ignorants, bien que la traduction soit un peu malheureuse. Le peuple du pays. Qui sont ces gens-là, ces juifs que l'on fustige? Qui sont ces gens-là, dont les maîtres du Talmud de Babylone nous disent qu'on peut les déchirer comme des poissons le jour de Yom Kippour, en commençant par le dos? Que si on en trouve un qui nous glisse dans les mains, eh bien on pourra l'assassiner sans aucun scrupule. Qui sont ces gens-là? Il s'agit d'autres juifs. Sur deux pages, ils sont décriés, mais avec une virulence sans précédent. Noémie, je vous invite à lire. Avec plaisir. Ou à relire. Je vais les télécharger sur Academia. Je vous invite Ah oui, bien sûr, mais sinon, Academia Education, oui, ils sont là-bas. D'ailleurs, il faut que je mette les derniers. J'ai une dizaine que je n'ai pas encore me fait penser. Mais sinon, je pourrais vous les envoyer. C'est dans REJ, vous l'avez dans Academia Education. Mais il y a une chose que je voulais vous dire, Noémie. Vous vous rappelez le texte où Hillel arrive en terre d'Israël? Texte magnifique. C'est dans le chapitre 6 du traité de Psachim, au début du chapitre 6. Comparez en synopse le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Dans le Talmud de Babylone… Avec les Bnei Batera, c'est ça, c'est ce texte? Ouais, avec Bnei Batera, exactement. Exactement, c'est ça. Le problème de, vous savez, Shabbat, le Korban Pessah et tout, vous vous souvenez. Et regardez la façon dont on traite le personnage. Dans le Talmud de Babylone, c'est un simple jeune homme qui débarque de la terre d'Israël. Il est anonyme, on ne sait pas trop qui c'est. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, qui lui a été rédigé donc en terre d'Israël, vraisemblablement à Tveria, à Tibériade et à Césarée, hein, eh bien au IVe siècle. Là, au contraire, on nous parle de Hillel comme si c'était le roi Messie qui allait bien trouver toutes les solutions au débat du moment. D'ailleurs, même cette idée d'avoir oublié si on devait pouvoir faire le Korban Pessah, Shabbat, même ça, c'est un peu flou et pas très clair. Mais enfin, la façon dont on va traiter les personnages, le même personnage, dans une littérature qui est palestinienne et une littérature qui est babylonienne, est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que précisément, elle témoigne du point de vue et du regard sur le monde et des prédispositions qui sont ceux des rédacteurs de ces textes.
de ces corpus. Mais on a des travaux très intéressants sur tout ça. Vous savez, il y a des travaux en hébreu, des travaux en anglais. On a beaucoup écrit sur ces questions-là. Il y a effectivement des tensions, hein, et des rapports qui sont des rapports souvent haineux, des rapports d'acrimonie entre les deux sociétés. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien, d'autres questions? Eric en avait une, je crois. Et peut-être aussi en guise de conclusion, à moins que tu aies autre chose à rajouter, Dan, ou peut-être une autre question du rabbin Sultan ou... Non, moi je suis heureux de votre participation, là, j'allais dire massive. Je suis content de vous retrouver, des visages qui me sont plus qu'amicaux, et parallèlement de nouveaux visages aussi que j'ai plaisir à découvrir et à connaître, et puis de ces questions-là qui sont très suggestives et qui m'aident à réfléchir, qui font avancer la recherche. Merci beaucoup. J'interromps une seconde juste pour dire que je suis en train de remettre les micros à tout le monde un par un. Bon. Je vous écoute. Il est bien, Eric, ça dit bien. Dan, ouais, c'est Eric, je peux parler? Eric, avec plaisir. Vas-y. Tu parlais aujourd'hui de l'esprit incubateur et de créativité de la communauté de Bordeaux. Moi, j'ai toujours des questions un petit peu terre à terre. Je m'entends mal, Eric. Peux-tu augmenter le volume? Ah, je peux faire ce que tu veux. Tu m'entends mal, là, comme ça? Ça va. C'est mieux? Vas-y, vas-y. Ouais. Non, j'étais en train de te parler de l'esprit un petit peu de ma question. Tu m'entends, là, Dan? Ouais. Pas trop? Vas-y. Ouais. L'idée de ma question, c'était simplement si on veut extrapoler ton souci de parodier, de la dérision par rapport à Woody Allen, initialement c'était ton introduction, et de savoir si aujourd'hui les textes dont tu parles, ça ne permet pas et ça ne donne pas une autorisation ou un passeport pour dire que même si on n'est pas une femme, même si on n'est pas une serveuse, on a aussi le droit parfois de faire des remarques à des Il ne faut pas parler en même temps là. Aussi le droit de quoi, Eric? Je disais le droit aussi d'interroger, de questionner, de se moquer un petit peu des de les stimuler par quelque chose. S'il vous plaît, on entend tout le monde actuellement. Laissez parler les gens, vos micros sont ouverts, donc dès que vous parlez, on vous entend. Oui, Dan, je disais simplement, est-ce que finalement ces textes-là ne sont pas aussi, ne pourraient pas être une motivation pour dire qu'aussi, parfois, l'idolâtrie, le respect qu'on avait des rabbins, nous autoriser, d'après les textes que tu viens de citer, à finalement aller vers eux, à être beaucoup plus naturels et à leur poser des questions beaucoup plus, aller pas sur la harmoniser sur eux, mais enfin, en tout cas, aller leur poser des questions plus proches et… Oh, j'entends mal. Il y a une cacophonie, les gens parlent en même temps, c'est dommage. Il faut que les participants cessent de parler, on les entend. J'ai remis le micro parce que c'était la fin de la conférence, pratiquement. Mais si jamais on n'arrive pas à s'entendre, je vais être obligé de couper le micro à tout le monde. Et il faut le couper, les micros. Oui, oui. Oui, il faut les couper. Fini, Eric. Mesdames, non, je termine simplement en disant, est-ce que finalement ces textes-là ne nous autorisent pas, nous, simples fidèles, nous ne sommes pas des femmes, nous ne sommes pas des serveuses, Eric, je ne t'entends pas. Ton micro, voilà. Voilà. Donc, je te pose ma question pour la 12e fois. Dan, ça va, tu m'entends là? Je vais finir par me faire remarquer. C'était juste savoir, est-ce que tes textes-là, que tu viens de citer, ne nous autorisent pas à nous, simples fidèles, à aussi échanger avec les rabbins de façon tout à fait conviviale, respectueuse et à traiter les rabbins un petit peu comme des chavérim, quoi, comme tu l'as dit, et comme des fidèles. Donc, ça veut dire que tu nous donnes un passeport un peu pour aussi parfois utiliser la dérision ou la parodie, nous aussi. Écoute, Eric, depuis la destruction du Second Temple de Jérusalem en 70, le judaïsme s'est reconstitué. On a inventé une nouvelle modalité de judaïsme qui n'existait pas auparavant.
Les anglo-saxons n'hésitent pas à parler de judaïsme au pluriel. C'est-à-dire que nous passons d'un judaïsme à un autre judaïsme. Alors, moi, je n'irai pas jusque-là. Mais il y a effectivement une nouvelle modalité de judaïsme. Le judaïsme rabbinique, qui existe depuis 2000 ans, et dont on vit sous les auspices, est une nouvelle modalité de judaïsme. Il faut le savoir. Ce n'est pas du tout les modalités de l'être juif qui existaient ni durant l'époque du Second Temple, ni encore moins à l'époque du Premier Temple, ni encore moins à l'époque des prophètes, etc. Pourquoi je vous dis tout ça? Enfin, pourquoi je te dis tout ça? Je dis tout ça parce qu'effectivement, les rabbis ont progressivement, comme nous l'explique d'ailleurs brillamment Max Weber, quand il parle de routinisation du charisme et quand il parle d'autonomie qui est autoproclamée, les rabbis, effectivement, ont progressivement, très progressivement, sont devenus les dirigeants sociaux, religieux de la société juive. Ça n'était pas le cas auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rabbis n'avaient aucun pouvoir, n'étaient pas légitimes dans leur société, au moins pendant 3-4 siècles. Ils sont devenus légitimes, écoutés, et on a obéi à leur doléance seulement à partir du 4e, 5e siècle. Pas auparavant. On commence à attribuer un certain pouvoir du point de vue des Romains aux rabbis et une certaine représentativité avec Rabbi Yehuda Hanassi, donc au début du 3e siècle. Mais on se rend bien compte qu'entre eux, et même du point de vue des populations, ça n'est pas le cas. Bon. Alors maintenant, comment considérer le rabbi en soi? Le rabbi en soi, c'est d'abord quelqu'un qui est autoproclamé en tant que tel, qui, eh bien, par forme de cooptation, eh bien, désigne ses pairs pour eh bien, exercer la même fonction, mais qui, dans les textes, il y a, je pense, une témérité propre au rabbi, et le Talmud le prouve, pour effectivement faire d'une part de l'autodérision, et surtout ne pas se prendre trop au sérieux. Ce qu'on a d'ailleurs, je pense, beaucoup perdu. Donc, quant à ta question, c'est pour ça que je me plaisais à appeler les gens par leur prénom au tout début de mon cours, et sans vouloir offusquer qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle, Eric, à ta question, je répondrai oui, évidemment. Enfin, tu connais mes conceptions. La question est oui, bien sûr, ces textes nous invitent à élaborer un dialogue qui est un dialogue tout à fait ouvert, cordial, égalitaire avec les rabbis, sans qu'il y ait de révérence qui soit en fait totalement exacerbée et disproportionnée. Et en considérant effectivement que le rabbi est celui qui a, c'est un peu comme le prof d'université, la différence qu'il a avec ses étudiants, c'est qu'il a lu dans un domaine du savoir humain un peu plus de livres qu'il en a publié, c'est tout. Ça ne fait pas de lui un homme meilleur. Et je crois que l'histoire nous a montré, l'histoire du peuple juif, que les rabbis n'ont pas toujours été des gens qui se sont distingués de par ni leur valeur, ni même la capacité à pouvoir eh bien, être à même de toujours prendre les bonnes décisions au sein de leur communauté. Alors, je ne fais pas le procès d'intention des rabbis, hein, pas du tout. Je dis seulement que oui, pour répondre à ta question, je dis oui, les rabbis, les rabbins aujourd'hui n'ont pas l'apanage de la pensée. Il y a des rabbins qui sont des gens éminemment intéressants, des gens éclairés, des gens ouverts, des gens qui font avancer les choses, comme le rabbin Nissim Sultan, que j'aime beaucoup écouter sur Internet d'ailleurs, et dont j'ai écouté une excellente conférence de lui dernièrement sur les textes censurés, les textes juifs talmudiques censurés de par justement les propos qu'ils énonçaient à l'égard du christianisme. Donc effectivement, on a des gens de grande qualité, on a des gens qui ne sont pas de grande qualité, comme tout groupement humain. Et nous, en tant que fidèles, effectivement, je pense, pour te répondre, que oui, nous pouvons instaurer ce genre de dialogue. Le Talmud nous y invite en tout cas. Ok. Dan, merci. Je suis supposé, s'il n'y a pas d'autres questions, conclure. Te confirmer que tu es aussi brillant en hiver que près des périodes estivales et en après-midi que le soir. Donc, tu es arrivé à capter le public. Nous étions près d'une centaine à t'écouter et à écouter également ce qui fait plaisir, les contacts qu'on a, que ce soit à Grenoble, à Jérusalem. Et j'ai vu que tu t'es enrichi au fur et à mesure des questions de Martin. Absolument. Et comme Albi a souhaité la bienvenue à son neveu Emmanuel Attias, je souhaite, moi, la mienne à mon oncle à La Roche-sur-Yon, Yvan Halimi, qui lui voulait poser une question sur la cuisine constantinoise. Je lui ai expliqué gentiment que ce n'était pas cette semaine, c'était une semaine ultérieure. Voilà, en tout cas, grand merci à Dan. Remarque qu'on a parlé de cuisine dans les textes. N'oubliez pas, mercredi prochain avec Liliane Dana, préparez bien vos questions parce qu'elle va vous répondre et ça va chauffer. Donc, je vous donne tous rendez-vous mercredi à 18 h. Merci à Daniel Glusman pour la technique et merci à vous toutes et tous d'avoir été aussi nombreux présents. Merci à Dan. Porte-toi bien. Je crois qu'à Tel Aviv, les restaurants vont commencer à rouvrir. Donc, tu vas pouvoir
te régaler. Tu es en avance par rapport à nous. Voilà. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, Bye au bye. revoir. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. Au revoir, merci, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Daniel, la vidéo sera sur le site de Facebook, c'est ça comme oui, la vidéo sera à deux endroits. C'est là-bas que je lis les vidéos, sur le site de la SIGE, c'est ça? Oui, la vidéo sera, tu m'entends là? Oui. La vidéo sera à deux endroits. Elle sera sur la chaîne YouTube de la SIG, qui s'appelle la chaîne de la SIG. Donc voilà, elle sera là-dessus. Et elle sera également sur l'espace judaïque aquitain, qui est notre page où on met des informations, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, laissez-moi vous dire pour conclure, puisque beaucoup de gens m'ont suivi et que j'en connais certains, mais pas tous. D'abord, vous remercier pour votre présence massive, pour tous ces gens qui ont mobilisé une heure pour m'écouter. Vraiment, merci. Ça me touche beaucoup et ça m'honore surtout. Merci donc de tes interventions, de ces questions, de cet échange qui a été plus que fructueux à mes yeux. Et je dis ça de façon tout à fait sincère. Et surtout, félicitations. Ça, je le dis à chaque fois, mais je souhaite le répéter parce que je le pense, tout simplement. Félicitations à la communauté de Bordeaux et à ses dirigeants. À Eric, à Albi, à Daniel, à beaucoup d'autres dont je ne cite pas les noms, mais qui travaillent en coulisses. Pour être une communauté, et il y en a peu malheureusement, qui se pose de questions, qui réfléchit, qui s'interroge, qui va de l'avant et qui fait des efforts pour célébrer le judaïsme tel qu'il doit l'être. Vraiment, bravo. Je vous souhaite une bonne santé pour continuer en ce sens. Pascal, que je n'ai pas nommé également, mais j'aurais beaucoup de gens à nommer. Voilà, c'est toujours un plaisir que de vous voir. Bracha ve'atzlacha. Voilà, je vous souhaite réussite, je vous souhaite le meilleur et puis surtout qu'on se retrouve en bonne santé. Bye.